Selon moi, ça a été le MVP de l'équipe. Et je m'explique, là, on peut parler de Hudson, on peut parler de Suzuki. Il y en a beaucoup qui ont été très, très bons. Mais dans les séquences creuses que le Canadien a connues au mois de je pense que c'était novembre, au début, novembre, puis en janvier, quand il y a eu beaucoup de matchs consécutifs, que c'était Samuel qui jouait, il était capable d'arrêter l'hémorragie quand même rapidement. Puis c'est au lieu d'avoir une longue séquence de aucun point, il trouvait la manière d'aller chercher les points. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Ce que vous venez d'entendre, c'est José Théodore qui va de tout un hot take. Pas Nick Suzuki, pas Lane Hutson, Samuel Montembeault, joueur le plus utile de la dernière saison du Tricolore. Comme j'en suis pas mal sûr, la plupart d'entre vous, j'ai entendu cette citation-là et je me suis dit, ben voyons donc Théo. Puis j'ai écouté la citation complète. Je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site de RDS pour l'entendre. Lié, c'est une entrevue avec, je crois que c'était Antonin Besner de RDS, où Théo a dit ça. Il défend bien son argument, pour être honnête. Quand on va au-delà de la citation qu'on aime mettre sur un graphique, puis je veux dire, coupable, je fais la même chose, c'est pas un reproche, c'est normal, on veut que vous cliquiez. Fait que quand tu vas au-delà de la citation qui est mise sur le graphique de Monty MVP, que vous soyez en accord ou non avec lui, il faut lui donner, c'est pas juste un hot take lancé en l'air, faire parler dans le but de faire parler, ça se défend. Mais semble ça demeure un reach dans mon livre à moi. Ben savez-vous quoi? On va regarder ça ensemble. Si c'est un reach de dire que Monty a été le MVP. Tout juste avant de poursuivre, salutations à toi, distingué aventurier de l'Internet. L'été a été phénoménal. Noah Dobson, Zachary Bolduc et près de 3000 nouveaux abonnés pour ton boy. Tout ça pendant que les glaces sont fondues. Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut atteindre un autre 1000 de plus d'ici le début de la saison régulière du CH? Aide ton boy. Abonne-toi. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et surtout, ça aide grandement à faire croître la chaîne. Alors, que tu sois abonné depuis longtemps, pas longtemps, ou que tu t'apprêtes à le faire, un énorme merci. OK, bonne suite. Donc, aujourd'hui, j'essaie quelque chose d'un peu différent. Au lieu d'avoir préparé vraiment en amont, avoir fait mes recherches, d'avoir forgé mon opinion, en fait, sur ce sujet-là, j'ai décidé un peu de le faire, bon, pas en direct, parce que j'enregistre pas ça en direct, là, mais de le faire avec vous, de vous montrer un peu le chemin que je vais parcourir dans ma tête pour arriver à une conclusion. Donc, on va regarder ensemble diverses statistiques de la dernière saison, se remémorer certaines choses qui sont arrivées dans la dernière année. Comparer ça à Nick Suzuki, comparer ça à Lane Hutson, bien sûr. S'il y a un autre joueur que vous auriez aimé qui soit dans la conversation du MVP, laissez-moi savoir en commentaire. Mais là, je vais être honnête. Déjà que je trouve que d'en mettre un troisième en étant, en l'occurrence, Monty, c'est un reach. En mettre un quatrième, honnêtement, j'ai aucune idée ce serait qui. Là, je veux dire, bien honnêtement, c'est pas T-Cole. L'arrivée de Carrier a complètement changé les choses, mais de là à dire qu'il est le MVP de l'équipe, non. Au comique qui va vouloir dire Ivan Demidov dans les commentaires, come on. Slavkovski pas rendu là, Patrick Laine non plus, etc., etc. Donc, en tout cas, peut-être que quelqu'un va me surprendre dans les commentaires. Sait-on jamais. Donc, on va regarder diverses statistiques ensemble. On va voir. Est-ce que finalement, je donne raison à Théo ou pas? Vous aussi, vous allez pouvoir faire le même exercice en même temps. Et peu importe le résultat, par contre, moi, il y a déjà une conclusion que je retiens de ça. Donc, restez jusqu'à la toute fin pour cette première conclusion-là, que peu importe si on est d'accord avec Théo ou pas, ben c'est quelque chose qui va être à prendre en considération pour peut-être les prochaines saisons du Canadien. On va commencer, pour ceux qui sont comme moi des friands de gardiens de but, en regardant les buts sauvés. On va regarder deux sources différentes parce que les buts sauvés, contrairement à un taux d'efficacité qui est une simple règle de 3 toute simple à faire, il y a différentes façons de les compter. Qu'est-ce qu'un but sauvé? Pour ceux qui ne savent pas encore, je vous le résume très, très, très sommairement. Donc, c'est une statistique pour laquelle, plus le chiffre est élevé, et vous le voyez juste ici, là, sur le graphique à ma droite,
Plus le chiffre est élevé, donc dans ce cas-ci, Connor Hellebuyck à 39,6, mieux c'est. Le chiffre peut aller jusque dans les négatifs. Si tu es, en tant que gardien de but, à 0 pile poil, 0, c'est le gardien moyen de la Ligue nationale de hockey cette année-là. Parce que la statistique prend en considération les statistiques actuelles de la LNH. Autrement dit, un gardien de but qui a donné exactement 2 buts par match en 1984, c'est pas la même chose qu'un gardien de but qui a donné exactement 2 buts par match en 2014. Le gardien de but de 1984, c'est beaucoup plus spectaculaire parce qu'il se marquait beaucoup plus de buts à ce moment-là. Donc, plus le chiffre est élevé, mieux c'est. Ça prend en considération panoplie de données dans un match, pas juste le volume de tirs, mais la qualité des tirs auxquels font face un gardien pour arriver à un chiffre. Donc, au risque de me répéter, plus le chiffre est élevé, plus tu as eu une bonne saison. Vous ne serez pas surpris de voir que non seulement Connor Hellebuyck a terminé au premier rang, mais il a absolument dominé tout le monde. 10 buts sauvés de plus que Andrei Vasilevskiy au deuxième rang. Et tiens, qui voyez-vous rapidement juste ici au 5e rang? Monty. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le savez, ça fait 3 ans que je répète que malgré ses statistiques traditionnelles un peu plus ordinaires, dans les statistiques avancées, Monty se tient top 15, top 10 et maintenant même top 5 selon Evolving Hockey pour les buts sauvés. C'est donc dire qu'un gardien de but moyen dans la situation de Monty la saison dernière aurait donné 24,6 buts de moins qu'il a donné. Sur la 50aine de matchs qu'il a joué, la 60aine de matchs qu'il a joué, 62, c'est énorme. C'est énorme. Puis juste à des fins d'exercice, allons voir où se trouve Jakub Dobeš. 9 en 16 matchs, c'est excellent pour Jakub Dobeš. Donc lui aussi a fait un très, très bon travail. 24e rang de la Ligue nationale de hockey. Puis là, probablement qu'il faudrait descendre extrêmement bas pour éventuellement arriver à Cayden Primo. En fait, Cayden Primo ne se classe même pas parce qu'il n'y a même pas 15 matchs de jouer, là, qui est le threshold. Il faudrait que je l'augmente, en fait, que je le descende à 0 pour éventuellement arriver à Cayden Primo, qui est juste ici. Donc, moins 9,5. Encore une fois, dans le très peu de matchs qu'il a joué, 11, c'est horrible. C'est donc dire qu'un gardien de but moyen aurait presque donné un but de moins par match sur 11 matchs que Cayden Primo dans la situation où il a évolué. Donc, selon Evolving Hockey, Monty, un des 5 meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale, la saison qui vient de se conclure, c'est pas rien. Selon mon époque, excusez, je viens de dire selon Evolving Hockey. Allons voir Evolving Hockey maintenant. Pourquoi une deuxième source? Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une façon précise de calculer les buts sauvés. C'est chaque site là, de statistiques un peu plus avancé arrive avec sa formule. Par contre, ça se ressemble beaucoup et surtout, ce sont souvent les mêmes gardiens de but. C'est pas parfait, mais ce sont souvent les mêmes gardiens de but qui se retrouvent dans les mêmes eaux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre strictement ça, le prendre pour du cash. Il faut aussi les mettre en relation. Oui, prendre le taux d'efficacité, la moyenne de buts alloués. Certains diront les victoires. Personnellement, je pense que c'est vraiment niaiseux dans des sports d'équipe qu'il y a 3 positions pour qui les victoires, c'est une statistique individuelle puis aucune autre. Gardien de but au hockey, lanceur au baseball puis corps arrière au football. Bon, ça, ce serait pour une autre discussion. Mais, encore une fois, vous voyez que Connor Hellebuyck, sur ce site-ci, il faut aller à la droite complètement en haut de votre écran. Vous voyez que Connor Hellebuyck, encore une fois, domine absolument. C'est Stolarz qui est 2e. Si ma mémoire est bonne, il était 3e, selon mon époque. Et 3e, Monty. Donc, un 2e site qui, effectivement, reconnaît que dans la situation de Samuel Montembeault l'an dernier, il est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. C'est pas rien. Et c'est quelque chose, moi, que je me tue à dire depuis, 3 ans maintenant, parce qu'il y avait eu la saison précédente dans le cas de Monty, mais c'est vraiment il y a 2 ans où il a commencé à prendre la pole. Ensuite de ça, l'an dernier, fait que 22-23, ensuite 23-24, là, c'est là où il a terminé top 15. Il avait été très, très régulier en 23-24. On reviendra là-dessus. Et là, maintenant, 24-25, ça fait 3 saisons que, oui, quelqu'un qui regarde plus ou moins les matchs ou, connaît la base pour les gardiens de but, regarde les statistiques traditionnelles de Monty, c'est pas fameux. Il donne presque 3 buts par match, il donne 900 d'efficacité. Ouais, mais il était derrière non seulement une jeune défense, mais pas une particulièrement bonne défense. Et là, un petit peu la défense s'est améliorée cette année. Arrivé d'Alexandre Carrier, entre autres, Mike Madison également, qui joue bien depuis 2 ans. Bon, certains diront au contraire que Mike Madison n'aide pas ses gardiens avec ses revirements. Point pris, je dois l'avouer. Peut-être pas le meilleur exemple, mais bon. Ça pour dire qu'effectivement,
d'un point de vue Ligue nationale de hockey wide, si tu as un gardien qui est dans le top 5 de la Ligue, ça a de l'allure qu'il soit ton joueur le plus utile ou un de tes joueurs le plus utile à ton équipe. Ceci étant dit, par contre, ben, tu peux être le meilleur gardien de but de la Ligue si tu es derrière Connor McDavid qui fait 200 points, exemple fictif, parce qu'il n'a pas encore fait 200 points, il a quand même fait 150, mais bon. Ben, c'est peut-être pas toi le MVP de l'équipe. T'sais. Ou bien simplement, si t'es Gino Malkin, tu joues avec Sid. Si t'es Leon Draisaitl, tu joues avec Connor. Dans ces deux cas-là, ces gars-là ont eu des saisons où ils ont été littéralement MVP de la Ligue. Mais règle générale, ça a plus été Sid dans le cas de Gino, McDavid dans le cas de Léon, sur plusieurs saisons, qui est plus souvent le MVP. Vous comprenez le point que je dis, c'est que c'est pas fou d'assumer qu'un gardien qui a terminé top 5, top 3, dépendamment des sources, parmi les bons gardiens de la Ligue nationale de hockey, qui est le joueur le plus utile de ton équipe. Par contre, il faut mettre ça en relation avec les joueurs de ton équipe. Est-ce que réellement, tu es le joueur le plus utile de cette équipe-là? Et c'est là où, pour moi, c'est vraiment difficile d'être d'accord avec Théo. Nick Suzuki, pour moi, a traîné le club. La saison qui vient de se conclure. 19 points de plus que Cole Caulfield, son plus proche poursuivant. Seulement 7 buts de moins. Premier joueur du Canadien, bien sûr, au-dessus du point par match depuis Alex Kovalev en 2007-2008. Ou 2007-2008. 2008-2009, il est parti, puis c'était l'année d'avant. Fait qu'en 2007-2008, donc presque 20 ans qu'il n'y avait pas eu un joueur au point par match chez le Canadien de Montréal, Nick Suzuki l'a fait cette année. 19 points de plus que son plus proche poursuivant. Un autre 38 points de plus que le deuxième attaquant, qui était aussi son compagnon de trio pour la majorité de l'année. Et surtout dans le cas de Nick Suzuki, pour moi, et si vous avez écouté la citation de Théo au complet, il dit que dans les moments plus difficiles du Canadien, Monty a vraiment élevé son jeu d'un cran. Il gardait le fort. Il aidait grandement à ce que des matchs ne dérapent pas, à aller chercher des victoires. C'est vrai. Je suis d'accord, c'est vrai, tout ce qu'il dit à ce point-là. Mais ce qu'a fait Nick Suzuki, pour moi, c'est beaucoup trop à un autre niveau. Quand on regarde la dernière saison du Canadien de Montréal, il y a eu l'acquisition d'Alexandre Carrier quelque part à la mi-décembre, oui, et le rappel de Jakub Dobeš pendant le temps des fêtes qui est venu changer les choses. Mais quand on regarde, le Canadien était 31e de la Ligue nationale de hockey fin novembre, début décembre. Donc, on pourrait dire que où les choses ont changé pour le Canadien réellement, c'est à partir du 1er décembre où on a commencé la remontée. Du 1er décembre jusqu'à la fin de la saison, mais encore une fois, Nick Suzuki a 14 points de plus que dans ce cas-ci, Lane Hutson, qui est le deuxième plus proche poursuivant, seulement 2 buts de moins que Cole Caulfield au sommet des buteurs du Canadien de Montréal. Donc, encore une fois, Nick Suzuki, argument pour lui. Et bien, la dernière chose, bien sûr, combien de fois on l'a mentionné la saison dernière, à partir de la confrontation des 4 nations, c'est là où réellement c'est devenu quasiment ridicule pour Nick Suzuki sur seulement 26 matchs. 12 points de plus que Lane Hutson, bien sûr le meilleur pointeur de l'équipe. 15 buts, meilleur buteur de l'équipe en plus. Tout ça en étant le premier centre, et non seulement en étant le premier centre, mais la raison pourquoi, malgré ce que je vous ai dit sur Monty d'entrée de jeu, je ne suis pas capable de le tasser, de le mettre devant Nick Suzuki, même s'il était un des bons gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. En même temps, j'allais dire, Nick Suzuki avait moins de marge d'erreur. C'est pas vrai. Monty n'a pas eu de marge d'erreur jusqu'à la fin décembre. On n'avait absolument aucune confiance en Kaden Primo. En ce qui me concerne, avec raison. Je sais qu'il y en a qui disaient qu'il aurait fallu donner un petit peu plus de temps à Primo. Je n'étais pas d'accord. Dobeš est venu donner une marge de manœuvre à Samuel Montembeault. Et d'ailleurs, si on regarde ça concrètement, justement, il y en a qui disent « Ouais, mais non, Monty ne peut pas tout être le MVP. Même Dobeš est meilleur que lui. » Si vous regardez en statistique traditionnelle, vous avez très légèrement raison. Léger pourcentage d'efficacité supérieur. Moyenne de buts alloués légèrement supérieure également. Ça peut se défendre. Par contre, déjà en partant, là, quand on enlève, je pense que ce sont les 2 premiers matchs de Jakub Dobeš où il avait commencé ça avec un jeu blanc puis il a donné juste un but contre l'Avalanche du Colorado, si ma mémoire est bonne, il tombe vraiment pile poil à égalité, même une moyenne de buts alloués légèrement supérieure. Puis vu qu'il y a eu un plus petit échantillon, enlever 2 données un peu plus aberrantes, 2 énormes performances pour commencer, ça vient un peu te montrer sur une plus grosse période, sur un plus gros échantillon, qu'effectivement,
Dobèche n'a pas nécessairement été meilleur que Samuel Montembeault durant la saison, mais Dobèche est venu effectivement alléger à tout le moins un peu sa charge de travail à Samuel Montembeault. On savait que quand on envoyait Jacob Dobèche, on avait une chance de gagner, même en fin de saison. Dobèche a joué des matchs importants. Il a joué d'excellents matchs en fin de saison pour permettre aux Canadiens de rentrer en séries éliminatoires, donnant des petits repos ici et là à Samuel Montembeault. Nick Suzuki avait pas de répit, là. Je veux dire, Kirby Dach a été blessé très rapidement puis il ne performait pas. Après ça, oui, Jake Evans et Christian Dvorak, dans ce qu'ils faisaient très bien. Mais je pense que le Canadien était encore en 2024-2025 et va encore l'être en 2025-2026 dans une situation où une blessure à long terme de Nick Suzuki serait carrément une catastrophe pour l'équipe. Pas au point de celle de Carey Price en 2015-2016, mais une catastrophe quand même. Il est irremplaçable. Il mène l'équipe offensivement. Il mène l'équipe défensivement. J'ai trouvé prématuré, personnellement, de dire que Nick Suzuki, c'était un mini Patrice Bergeron. Je comprenais pourquoi plusieurs allaient là, mais je trouvais que c'était prématuré. Je trouvais pas qu'il démontrait dans son jeu les mêmes capacités défensives. Et la saison qui vient de se terminer, là, oui, ça s'est fait. Nick Suzuki, en étant pratiquement fin seul, ou du moins son trio, tel fin seul à être une menace match après match, donc tout le temps confronté contre les meilleurs trios de façon assez facile pour les coachs adverses, non seulement récoltait ses points, son trio, quand tu regardais les statistiques avancées, c'était toujours excellent en termes de possession de rondelles, en termes de chances de marquer lorsqu'ils étaient sur la glace. Donc, Monty a eu, je crois, une meilleure saison que ce qu'on lui a donné. Quoique, il y en a de moins en moins des détracteurs de Monty. Il y en a encore. Vous êtes encore là. Je vous vois là, dans les commentaires. Tu vas voir, Dobèche va le prendre sa place l'an prochain. Peut-être. Ça se peut. Peut-être que ça peut arriver. De toute façon, ce ne sera pas une mauvaise chose. Mais il y a de moins en moins de détracteurs de Samuel Montembeault. Quand on compare à Lane Hutson, maintenant, est-ce qu'on peut dire que Monty est, en tout cas personnellement, puis en commentaire, là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser savoir si vous êtes d'accord ou pas, là, mais personnellement, j'arrive à la conclusion que non. Monty a eu une très très bonne saison, mais je maintiens ma thèse de départ que le MVP, c'est Nick Suzuki. Est-ce qu'il y a une meilleure saison que Lane Hutson maintenant? Ou du moins une saison plus utile à l'équipe? Mais là, c'est un petit peu plus dur à qualifier. Hutson, c'est un peu la même chose. C'est une fois arrivé au mois de décembre que vraiment, là, on l'a utilisé comme sur la première vague d'avantage numérique. Il est devenu le deuxième meilleur pointeur de l'équipe devant Cole Caulfield. La question à se poser, c'est quelle blessure aurait fait le plus mal aux Canadiens la saison dernière, Monty ou Dobèche? Malgré les 60 points de Mike Madison en ayant la première vague d'avantage numérique la saison précédente, je pense que la réponse est quand même Lane Hutson. Je pense que ce que Lane Hutson a fait la saison dernière est plus phénoménal. Je pense qu'il y avait un rôle plus crucial pour le Canadien, mais là, on est vraiment... Ce sont deux joueurs qui ont connu d'excellentes saisons, à mon humble avis. Je dois le donner aussi à Lane Hutson. Puis je pense malgré tout qu'il y a de bons arguments pourquoi Monty a connu une meilleure saison que certains sont prêts à lui donner pour défendre l'argument de José Théodore qu'il a été le joueur le plus utile. Je maintiens qu'il est troisième. Et je maintiens qu'il n'y a personne d'autre qui arrive proche que ces trois gars-là. Ceci étant dit, maintenant, je vous disais que peu importe le résultat, j'avais une conclusion. Et laissez-moi d'ailleurs savoir en commentaire, top 3 MVP du Canadien la saison dernière. 1, 2, 3. Puis si jamais vous avez quelqu'un d'autre que ces trois gars-là, ben mettez l'autre. C'est bien correct. On s'obstinera en commentaire. On fait tout le temps ça anyways. Malgré la bonne saison de Samuel Montembeault, malgré le fait que moi, je suis pour que Samuel Montembeault soit le gardien numéro 1 du Canadien, je ne suis pas un de ceux qui dit que c'est un gardien 1B, exemple. Non, je pense que c'est un bon gardien de but, top 10, top 15 de la Ligue nationale de hockey. Il ne peut pas être ton MVP. Il ne peut pas non plus être ton top 3 MVP. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, vous le savez, je suis un fan de gardien de but. Charlotte à la personne l'autre fois qui a dit, pour ceux qui ne savent pas, en disant ça, puis tu as ces deux gars-là derrière toi. Bon point, ça m'a vraiment fait rire.
Carey Price peut être ton MVP de l'équipe. En partant, il faisait 10,5 millions pour la fin de sa carrière. C'est ton joueur le plus payé, c'est ton joueur de franchise. Il peut et même doit être ton joueur le plus utile. Henrik Lundqvist pouvait, même devait être ton joueur le plus utile. Bobby Lou. Dans la Ligue nationale actuelle, Connor Hellebuyck peut et doit être ton joueur le plus utile. Andrei Vasilevskiy n'est pas obligé de l'être parce qu'il joue derrière une formation où il y a d'autres joueurs vedettes, joueurs de franchise à Tampa, deux autres en Victor Hedman et Nikita Kucherov à l'heure actuelle. Quoi qu'il y ait un argument pour dire que Hedman n'est plus joueur de franchise à l'âge qu'il est rendu, mais en tout cas, vous comprenez le point. Ces gars-là peuvent être joueurs le plus utile, même au sein d'équipes qui se rendent en finale de la Coupe Stanley comme les Oilers. Stuart Skinner peut pas être ton joueur le plus utile. Si Stuart Skinner est ton joueur le plus utile, c'est que de quoi qui a mal été avec Connor et Léon. Eux doivent être tes joueurs les plus utiles. Si tu regardes du côté des Stars de Dallas, Jake Oettinger peut être ton joueur le plus utile. Mackenzie Blackwood au Colorado, non, il peut pas. Donc, tout dépend du rôle de ton gardien de but au sein de ton équipe. Je pense qu'il y en a pour qui c'est pas nécessairement une bonne nouvelle s'il l'est. À moins qu'il explose carrément. Tu sais, je veux dire, si l'an prochain, Monty, il gagne le Vezina, man, il gagne le Vezina, là, good for him. Je veux dire, là, rendu là, c'est pas une mauvaise chose, nécessairement. Mais Samuel Montembeault est dans les 25 en montant. Là, j'ai pas Puckpedia devant moi, là, mais il n'est pas parmi les 30 gardiens les mieux payés de la Ligue nationale de hockey. C'est Nick Suzuki, ton gros salarié. C'est maintenant Noah Dobson. Faut que ces gars-là que tu payes plus cher soient ceux qui traînent ton club. Il faudrait, dans un monde idéal, que Nick Suzuki, Lane Hudson, Noah Dobson, Juraj Slafkovský et Cole Caulfield soient tous des joueurs le plus utiles avant Monty la saison prochaine pour que le Canadien ait un meilleur succès qu'il a eu l'an dernier, dans un monde idéal. Après ça, le monde idéal, ça n'existe pas, à part dans la fiction. Mais personnellement, même si j'aime beaucoup Monty, ma conclusion, c'est la suivante. Si l'an prochain, on a encore la même discussion, encore une fois, à moins qu'il vraiment te pète une saison, puis candidat au Vezina, puis tout ce que tu veux, là, s'il est un de tes 3 joueurs les plus utiles, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal. Je pense que c'est un bon gardien de but, mais c'est pas sur lui que ton équipe repose. Il faut beaucoup plus qu'il soit un complément que le joueur qui fait la différence. Et là-dessus, je suis d'accord avec Théo, il a été un joueur qui a un petit peu trop, à mon goût, fait la différence. Good for him! Pas pour l'équipe. Par contre, en même temps, on pourrait dire qu'avec les attentes de la saison dernière, c'était correct, mais là, les attentes changent cette année. Et Samuel Montembeault ne doit pas être un des 3 joueurs les plus utiles pour que le Canadien ait du succès la saison prochaine. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais ajouté comme argument à la discussion? Es-tu d'accord avec Théo? Ça se peut. Ça se peut que tu sois d'accord avec Théo. Es-tu dans le champ? Parce qu'honnêtement, t'es dans le champ. Si tu penses que Monty n'a pas une bonne saison, c'est une blague. Ben, comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux entendre parler des 3 dossiers les plus chauds d'agents libres avec restrictions toujours pas réglées dans la Ligue nationale de hockey? Clique juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!